Vous pensez que Nike a toujours été un empire. Vous pensez que Phil Knight a toujours été milliardaire. Vous pensez que le swoosh a toujours été iconique. Vous vous trompez complètement. Dans son livre L'art de la victoire, Phil Knight raconte la vérité. Nike a failli mourir une douzaine de fois. Il a vécu dans la peur constante de la faillite pendant des années. Il a emprunté de l'argent à son père. Il a dormi dans sa voiture. Il a frôlé le désastre encore et encore. Et pourtant, Nike est devenue l'une des marques les plus puissantes au monde. Comment? Pas par un plan brillant, pas par une stratégie géniale, par l'obsession pure, l'endurance brutale et le refus absolu d'abandonner. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir l'histoire réelle derrière Nike. Les échecs catastrophiques, les trahisons, les moments où tout semblait perdu. Et comment Phil Knight a continué quand même. Cette histoire va vous montrer que construire quelque chose de grand n'est jamais une ligne droite. C'est le chaos, c'est la peur, c'est croire quand personne d'autre ne croit. Accrochez-vous. Cette histoire est brutale. Pour comprendre Nike, il faut d'abord comprendre Phil Knight. Et au début, c'est juste un coureur moyen de l'Oregon qui ne sait pas quoi faire de sa vie. 1959. Phil Knight a 24 ans. Il vient de terminer son MBA à Stanford. Il est censé être brillant. Avoir un plan, savoir où il va. Mais il n'a rien de tout ça. Il se sent perdu, vide. Il ne veut pas devenir comptable comme son père. Il ne veut pas travailler dans un bureau pour le reste de sa vie. Mais il ne sait pas ce qu'il veut. Il a une seule passion, courir. Il a couru à l'université de l'Oregon sous l'entraînement de Bill Bowerman, un coach légendaire obsédé par les chaussures. Bowerman découpait des chaussures, les recousait, testait constamment de nouveaux designs pour rendre ses coureurs plus rapides. Phil observe ça. Il remarque que toutes les bonnes chaussures de course viennent d'Allemagne. Adidas domine. Les chaussures américaines sont lourdes et chères. Il pense, pourquoi personne ne fabrique des chaussures légères et abordables? Il écrit un essai à Stanford sur cette idée, importer des chaussures de course japonaises de haute qualité et bon marché, les vendre en Amérique, concurrencer les Allemands. C'est juste un essai académique. Il n'a aucune intention de vraiment le faire. Mais l'idée reste dans sa tête. Elle le hante. Après Stanford, Phil ne trouve pas de job qui l'inspire. Il vit chez ses parents. Son père le regarde avec déception. Quand vas-tu te trouver un vrai travail? Quand vas-tu arrêter de perdre ton temps? Phil se sent comme un raté. Il a 24 ans et il n'a accompli rien de significatif. Puis il prend une décision folle. Il va faire le tour du monde. Il va aller au Japon. Et pendant qu'il y est, il va peut-être, juste peut-être, essayer de trouver un fabricant de chaussures. 1962. Phil Knight arrive à Tokyo, il a 25 ans. Il est terrifié, mais il fait semblant d'être confiant. Il trouve une entreprise japonaise qui fabrique des chaussures de course. Onitsuka Tiger. Il demande à rencontrer les dirigeants. Miracle, ils acceptent. Le jour de la réunion, Phil transpire. Ses mains tremblent. Il entre dans la salle de conférence. Les Japonais lui demandent « Quelle entreprise représentez-vous » Phil panique. Il n'a pas d'entreprise. Il invente sur le moment. Blue Ribbon Sports, ça sonne bien, non? Les Japonais sont impressionnés. Ils pensent qu'il représente une vraie entreprise américaine. Ils lui montrent leurs chaussures, Tigers, légères, bien faites, bon marché. Phil les essaye. Elles sont parfaites. Exactement ce qu'il imaginait. Il commande immédiatement 50 paires pour les tester aux États-Unis. Il rentre en Oregon avec un contrat de distribution exclusif pour la côte ouest. Il n'a pas d'argent, pas de bureau, pas d'employés, pas de plan réel. Mais il a 50 paires de chaussures en route. Et il a une croyance. Ces chaussures peuvent changer la course à pied en Amérique. Il appelle son ancien coach Bill Bowerman. Tu veux être mon partenaire? Chacun met $500. On vend ces chaussures? Bowerman accepte. Blue Ribbon Sports est né. Le futur Nike. Avec $1000 de capital total. 1964. Les chaussures Tigers arrivent enfin. Phil les vend du coffre de sa voiture. Il va aux compétitions de course. Il montre les chaussures aux coureurs. Essayez-les. Elles sont légères, elles sont rapides. Les coureurs les adorent. Le bouche à oreille commence. Phil vend les 50 paires. En quelques semaines, il en commande plus. 100 paires, 200, 300. Mais il y a un problème massif, l'argent. Onitsuka Tiger exige d'être payé avant d'expédier les chaussures. Phil n'a pas d'argent. Les banques refusent de lui prêter. Il est coincé.
Il emprunte de l'argent à son père, encore et encore. Son père soupire chaque fois. Quand vas-tu avoir un vrai travail? Phil travaille comme comptable le jour pour payer ses factures. La nuit et les week-ends, il vend des chaussures. Il dort 4 heures par nuit. Il est épuisé constamment. Sa petite amie, Penny, le supplie de ralentir. Il ne peut pas. Il est obsédé. Les ventes augmentent. 1000 paires, 2000, 5000, mais l'argent reste le problème. Chaque mois, c'est la même panique. Comment payer Onitsuka? Comment payer les employés? Comment survivre encore un mois? Phil vit dans la terreur constante que tout s'effondre. Il fait des cauchemars. Il se réveille en sueur, mais chaque matin, il continue. 1967. Phil décide d'embaucher ses premiers employés. Il ne peut pas payer de vrais salaires. Il trouve des coureurs passionnés qui croient en la mission. Jeff Johnson, un coureur obsessionnel qui devient son premier vendeur. Johnson est fou. Il écrit des lettres manuscrites personnalisées à chaque client. Il se souvient de leur nom, de leur temps de course, de leurs objectifs. Il crée une connexion émotionnelle entre les coureurs et Blue Ribbon. Les ventes explosent. 10 000 paires, 20 000, 50 000. Blue Ribbon grandit mais reste constamment au bord du gouffre financier. Les banques les méprisent. Elles pensent que vendre des chaussures de sport est stupide. Elles refusent les prêts. Phil doit supplier. Il doit mentir parfois sur ses chiffres pour obtenir du crédit. Et puis arrive le coup de couteau dans le dos. 1971. Onitsuka Tiger décide de se débarrasser de Blue Ribbon. Ils veulent vendre directement en Amérique. Ils trouvent un nouveau distributeur plus gros. Ils annulent le contrat de Phil. Phil est détruit. Blue Ribbon vend des millions de dollars de chaussures. Tiger, c'est toute son entreprise. Sans Tiger, il n'a rien. Il pourrait abandonner, accepter la défaite, trouver un vrai travail comme son père le supplie depuis des années. Au lieu de ça, Phil décide de créer sa propre chaussure, sa propre marque, partir de zéro. C'est de la folie. Il n'a pas d'usine, pas de designer, pas assez d'argent. Mais il a Bill Bowerman qui dessine des chaussures depuis des années. Et il a une équipe qui croit. Ils créent leurs premières chaussures. Maintenant, ils ont besoin d'un nom, d'un logo. Un employé, Jeff Johnson, propose Nike, la déesse grecque de la victoire. Ça sonne puissant, ça sonne rapide. Phil déteste le nom. Il pense que c'est nul. Mais il n'a pas d'autre idée et le temps presse. D'accord. Nike. Pour le logo, Phil paie une étudiante en design graphique, Caroline Davidson, 35 $. 35 $ pour créer un des logos les plus iconiques de l'histoire. Elle dessine le swoosh. Phil le regarde. Il n'aime pas vraiment. Mais encore une fois, pas le temps. On y va. 1972. Nike lance sa première chaussure. C'est un désastre immédiat. Les chaussures tombent en morceaux. La semelle se détache. La colle ne tient pas. Les clients sont furieux. Ils renvoient les chaussures par centaines. Phil est humilié. Il a investi tout ce qu'il a. Il a convaincu son équipe de prendre le risque. Et maintenant, il les a menés dans un désastre. Bill Bowerman retourne à son garage. Il teste de nouvelles colles, de nouveaux matériaux. Il travaille jour et nuit. Il refuse d'accepter l'échec. Il répare les problèmes, lentement, douloureusement. Il relance la chaussure. Cette fois, elle tient. Les coureurs commencent à la remarquer. Elle est légère, elle est confortable, elle fonctionne. Les ventes redémarrent. Mais chaque mois reste une bataille pour la survie. Nike grandit, mais ne génère presque pas de profit. Tout l'argent retourne dans les stocks, les nouvelles chaussures, la croissance. Les banques sont encore pires maintenant. Elles ne font pas confiance à Nike. Elles limitent le crédit. Phil doit constamment mendier, négocier, manipuler pour obtenir assez d'argent pour le prochain trimestre. 1975. La crise arrive. La banque coupe leurs lignes de crédit. Nike n'a plus d'argent pour payer les fournisseurs. Ils ne peuvent pas produire de nouvelles chaussures. C'est la fin. Phil est désespéré. Il cherche partout de l'argent. Il approche des investisseurs japonais. Il accepte de vendre une partie de Nike pour obtenir du cash d'urgence. C'est humiliant mais nécessaire. Ils survivent. À peine. Et puis quelque chose d'inattendu se produit. Bill Bowerman, toujours en train d'expérimenter dans son garage, verse du caoutchouc liquide dans le gaufrier de sa femme. Il crée une semelle avec des picots, comme une gaufre. Il la teste. Elle donne une traction incroyable. Elle est révolutionnaire. Il crée la Waffle Trainer. Cette chaussure change tout. Les coureurs l'adorent. Les ventes explosent. Nike passe de marque inconnue à challenger sérieux. 1979.
Nike fait son introduction en bourse. Phil Knight est officiellement milliardaire sur le papier. Mais il ne se sent pas comme un milliardaire. Il se sent toujours comme le gars terrifié qui vend des chaussures du coffre de sa voiture. Les années 80 arrivent. Nike explose. Michael Jordan, Just Do It. Le swoosh devient le symbole le plus reconnu au monde. Mais Phil ne raconte jamais cette partie comme une victoire triomphale. Il la raconte comme une continuation de la même bataille, juste plus grande, plus complexe, toujours au bord du précipice. Aujourd'hui, Nike vaut plus de 200 milliards de dollars. C'est la marque de sport la plus puissante au monde. Le swoosh est partout, des terrains de basket de Harlem aux stades olympiques. Phil Knight est l'un des hommes les plus riches du monde. Il a construit un empire. Mais quand il raconte son histoire, il ne parle jamais de la gloire. Il parle des peurs, des échecs, des moments où il pensait que tout était fini. Il parle de l'importance de son équipe. Les premiers employés qui ont travaillé pour presque rien parce qu'ils croyaient. Bill Bowerman qui a passé des années dans son garage à perfectionner des chaussures. Jeff Johnson qui a écrit des milliers de lettres manuscrites aux clients. Phil insiste. Nike n'est pas l'histoire d'un génie solitaire. C'est l'histoire d'un groupe de coureurs passionnés qui refusent d'abandonner. Il révèle aussi ses plus grands regrets. Il a été trop obsédé par le travail. Il a raté des moments avec sa famille. Son fils Matthew est mort dans un accident de plongée. Phil se demande s'il aurait pu être plus présent, s'il aurait dû travailler moins, être père plus. Ses regrets le hantent plus que n'importe quel succès business. Phil termine le livre avec un conseil simple. Trouvez votre appel, votre obsession, votre raison de vous lever le matin, et poursuivez-la avec tout ce que vous avez, même quand c'est terrifiant, même quand tout le monde pense que vous êtes fou. Il dit « Je ne savais jamais si Blue Ribbon puis Nike allaient survivre. J'ai vécu dans la peur pendant des années, mais j'ai continué quand même parce que je croyais. Et c'est ça la vraie leçon de Nike. Ce n'est pas l'histoire de la victoire facile, c'est l'histoire de continuer quand c'est dur, de ne jamais, jamais abandonner. Alors qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire de Nike? Leçon 1, commencer avant d'être prêt. Phil Knight n'avait pas de plan parfait, il n'avait pas d'argent. Il a improvisé le nom de son entreprise dans une réunion, il a juste commencé. La plupart des gens attendent le moment parfait, le plan parfait, les ressources parfaites. Ce moment ne vient jamais. Phil a commencé avec 1000 dollars et une idée, vous pouvez commencer avec moins. Leçon 2, les problèmes d'argent ne disparaissent jamais vraiment. Ils deviennent juste plus gros. Quand Nike faisait 1000 dollars de vente, Phil paniquait. Quand Nike faisait 100 millions, il paniquait encore. L'échelle change, l'anxiété reste. Donc n'attendez pas d'avoir assez d'argent pour commencer. Vous ne l'aurez jamais. Leçon 3, construisez une équipe qui croit. Phil n'a pas embauché les plus qualifiés. Il a embauché des coureurs passionnés qui partageaient sa vision. Des gens qui travaillaient pour presque rien parce qu'ils croyaient en la mission. Vos premiers employés doivent être des croyants, pas des mercenaires. Leçon 4, embrassez le chaos. L'histoire de Nike n'est pas une ligne droite, c'est un zigzag fou. Trahison, échec de produit, crise financière, Phil n'a jamais su ce qu'il faisait vraiment. Il improvisait constamment. Construire quelque chose de grand n'est jamais propre, c'est toujours le bordel. C'est normal. Leçon 5, ne laissez pas le succès vous définir. Phil est devenu milliardaire, mais il se souvient toujours du gars qui vendait des chaussures du coffre de sa voiture. Il n'a jamais oublié d'où il venait. Il n'a jamais pensé qu'il avait tout compris. L'humilité garde votre appétit. Voici 3 actions cette semaine pour canaliser l'esprit Nike dans votre vie. Action 1, identifiez votre appel. Qu'est-ce qui vous obsède? Qu'est-ce que vous feriez même si vous n'étiez pas payé? Phil aimait courir et les chaussures. Ça semblait stupide à tout le monde. Mais c'était son obsession. Écrivez votre obsession, même si elle semble ridicule, même si personne ne comprend. C'est votre appel. Action 2, commencez avant d'être prêt. Arrêtez d'attendre le plan parfait. Arrêtez d'attendre plus d'argent. Arrêtez d'attendre d'en savoir plus. Phil a commencé avec 1000 dollars et 0 expérience. Il a improvisé tout. Cette semaine, faites un pas, un seul. Même petit, mais commencez. Action 3, trouvez vos premiers croyants. Pas les plus qualifiés, les croyants. Les gens qui partagent votre vision, qui travailleront avec passion, pas juste pour un chèque. Identifiez 3 personnes dans votre vie qui croient en vous. Connectez avec elles. Construisez avec elles. L'art de la victoire révèle que construire un empire ne ressemble jamais à ce que vous imaginez. Ce n'est pas glamour, c'est terrifiant, c'est chaotique.
Vous doutez constamment. Mais si vous continuez, si vous refusez d'abandonner, si vous croyez quand personne d'autre ne croit, vous pouvez créer quelque chose d'extraordinaire. Nike a commencé avec un gars qui vendait des chaussures du coffre de sa voiture. Aujourd'hui, c'est un des logos les plus reconnus sur Terre. Votre histoire commence maintenant. Même si vous avez peur, même si vous doutez, commencez. Si cette histoire vous a inspiré à poursuivre votre appel, abonnez-vous au livre du millionnaire et activez la cloche. Nous révélons les livres qui transforment vos rêves en empire. Dites-moi en commentaire, quel est votre appel? Qu'est-ce qui vous obsède? Merci de votre écoute. Vous connaissez maintenant l'histoire vraie derrière Nike. Maintenant, créez votre swoosh. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine légende.